Avec à nouveau, Natacha, j'imagine, ce drame de vendredi qui est encore très très présent ce matin dans la presse française, mais après l'émotion, il y a désormais des interrogations. Oui, on voit une évolution dans le traitement, et là on est passé aux questions bien que vous vous posiez d'ailleurs sur la question de savoir qu'est-ce qu'on fait avec ces radicalisés, qu'est-ce qu'on fait avec ces fichiers S. Le Parisien titre « Terrorisme, le casse-tête du suivi des radicalisés ». Alors Libération politise la chose en répondant directement à Laurent Wauquiez que nous écoutions hier. Terrorisme, de qui se fiche la droite? D'ailleurs, c'est à peu près la réaction de l'ensemble des éditorialistes ce matin. L'Éclair des Pyrénées parle de polémique déplacée, les dernières nouvelles d'Alsace de polémique stérile et vaine. Et dans son éditorial de Libé, donc, Laurent Geoffrin écrit « Belle manière de défendre les valeurs constitutives de nos sociétés ouvertes. Pour un bénéfice concret hautement douteux, on organiserait une reddition politique et morale. On voudrait renforcer le communautarisme, qu'on ne s'y prendrait pas autrement. » Bon, cela dit, le communautarisme est déjà là. Donc, il faudrait peut-être savoir comment on le traite. Alors, dans la Charente libre, Maurice Bontin précise ces propositions balaient un pilier essentiel de notre démocratie à des fins politiciennes, l'état de droit. Et c'est là-dessus, en fait, que se joue le débat ce matin. Est-ce qu'on rompt avec l'état de droit en essayant d'agir directement, soit sur les fichiers S, soit sur le salafisme? Dans le Figaro, qui titre en une « L'efficacité des fiches S à nouveau mise en cause », Nathalie Goulet explique qu'il est temps d'arrêter le culte des fiches pour revenir au terrain. Elle parle renseignement là et elle explique que on s'est focalisé sur cette idée qu'on allait les mettre en fiche, qu'on allait avoir la liste de ceux qui posaient problème, sauf qu'on est passé de 2000 à 20 000 personnes fichées entre 2014 et 2018. Cette explosion, nous dit-elle, est due à un ciblage plus intensif, mais aussi à une multiplication des profils problématiques. Et c'est bien ça le souci. Quel est le lien entre le profil individuel, vous parliez de la dimension psychologique, la dimension sociale, et la rencontre avec une idéologie? La Croix titre « La France face au défi du salafisme », parce que la Croix estime qu'on ne peut quand même pas faire abstraction de ce terreau. Il y a une question qui est une question religieuse. Alors ils sont allés interroger Hicham Abdel Gawad, qui est enseignant en religion islamique, et qui explique un jeune ne se demande jamais à quel courant tel prédicateur appartient, mais plutôt quelles sont ses preuves tirées du Coran et de la Sunna. Un site où un auteur salafiste ne se présentera jamais comme daéchiste ou wahhabiste, mais comme tenant de l'islam pur, croyant dans la vérité. Alors il dit le salafisme, au fond, est le fruit de l'appauvrissement de la pensée sunnite classique. Le seul moyen, c'est de faire des sciences des religions. Il dit mes élèves, mais c'est vrai aussi d'ingénieurs ou de médecins, ne savent plus ce qu'est une religion, une révélation, une doctrine. Ils ne savent plus différencier le vrai, le réel, le factuel. Alors, la question de l'éducation, de ce point de vue-là, est absolument cruciale. L'opinion se demande, la France peut-elle interdire le salafisme? Eh bien, l'opinion plaide surtout pour que les imams, les théologiens investissent les réseaux sociaux où les références salafistes sont hyperactives. Ouais. Et puis, il y a le point de vue, dans le Figaro, de Hugues Moutou, qui est préfet, spécialiste des questions de sécurité, et qui fait remarquer que 10 des 11 attentats ou projets d'attentats en 2017 sont le fait de Français ou résidents français, mais se comptaient pudiquement, ajoute-t-il, de peur d'être mal compris ou stigmatisés, et que la quasi-totalité de ces terroristes sont issus de l'immigration et de ce que les spécialistes appellent l'islamo-délinquance. Donc il dit qu'il y a une crise profonde d'intégration, en fait. Et la question, elle doit être traitée. La Troisième République, dit-il, mère de nos grandes libertés, fut impitoyable avec les anarchistes. C'est-à-dire que pour lui, face à une idéologie qui combat, on est passé à la guillotine. Voilà, il faut... Alors, il ne plaide pas pour la guillotine, pas du tout, mais il explique qu'il y a eu des limitations de la liberté d'opinion, des lois permettant l'inculpation de tout membre ou sympathisant des groupes anarchistes, sans faire de distinction. C'est donc, en effet, une façon d'enfreindre à l'état de droit. Alors peut-être que sans aller jusque-là, on peut peut-être appliquer tout l'état de droit, ce serait déjà pas mal. C'est aussi ce que demande Yves Tréhard dans son édito, d'améliorer un petit peu la loi pour la renforcer, pour pouvoir condamner des paroles anti-françaises notamment. L'autre sujet du jour, c'est la maternelle, Natacha. Et oui, et c'est peut-être pas sans lien, parce que les inégalités, les problèmes, ils se jouent dès la maternelle. Alors, on voit bien que le sujet est miné, puisque dans Libération se pose la question... L'école maternelle est-elle menacée? Et en gros, la conclusion, c'est on manque de moyens, mais sinon, tout va bien. Tout va bien. Et la preuve,
c'est que 85% du grand public a une idée positive de la maternelle. Comme si c'était un Voilà, comme si le critère était là. Donc on ne saura jamais pourquoi, en effet, dès le départ, on se retrouve avec des enfants qui arrivent au CP avec des écarts de vocabulaire terribles, qu'on n'arrive pas à creuser. Ça non. Donc dans les Échos, Jean-Francis Pécresse pose le problème un peu différemment. Il parle du fait que la maternelle a été pendant des décennies victime de bonnes mauvaises intentions. C'est tout à fait ça. Ou de mauvaises bonnes intentions. Ouais, plutôt. Mais en fait... Il parle aussi de la logique d'encadrement. Il va être nécessaire de desserrer un petit peu l'encadrement dans les plus hautes classes, là où la formation est déjà faite, pour gagner des postes, des moyens, pour les plus petites classes. Alors, c'est une des dimensions du problème. Ça nécessite de fâcher de 3 parents. C'est-à-dire qu'il dit qu'en fait, il y a trop de moyens sur le supérieur et pas assez sur le primaire. Sur les lycées. C'est là où les moyens sont concentrés là. Et c'est une aberration. Mais cela dit, il y a aussi la question de la pédagogie et de la formation des enseignants. Et ça, c'est encore une autre paire de manches. Absolument, oui, c'est un ensemble. Au moins à cet âge-là, ils ne se font pas encore, espérons en tout cas, piller leurs données par Facebook. Ça viendra, mais voilà le sujet ça viendra Facebook vite, ouais. qui revient. C'est dans Libération, interview de Christopher Wiley, Oui. Très bonne 28 interview, très intéressant. ex-directeur de recherche de Cambridge Analytica. Alors, ce qui est intéressant tout de même, c'est qu'il nous explique, en gros, il exonère plutôt Facebook, Amazon, les GAFA, puisqu'il nous dit il y a une différence entre c'est des même un plateformes. plaidoyer pour... Mais bien sûr, totalement. les Ils n'ont rien fait, c'est pas de leur faute. Donc, il y a une différence entre des plateformes qui collectent passivement des informations, bien sûr, passivement, et des acteurs qui font tout pour en faire mauvais usage. Bon, il a juste oublié les théories de Mark Zuckerberg sur le fait que la vie privée, ça n'existe pas et que donc on doit être totalement Mais ce qu'il transparent. dit, c'est que son etc. entreprise à lui, il faisait de l'espionnage, du Alors, contre-espionnage. j'allais le dire. Voilà. J'allais le dire. C'est autre chose que Facebook quand même. Ce qu'on apprend, c'est que le Brexit, c'est de leur faute. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont manipulé. En gros, cette entreprise. Et il fait on le sait, repentance. voilà, il fait repentance. Cette entreprise servait à essayer de jouer sur les votes dans des élections. Bon, cela dit, avant, on nous expliquait que c'était les Russes. Le Brexit, c'était de la faute des Russes. Maintenant, c'est la faute de Cambridge Analytica. Décidément, ces peuples, ils sont manipulables. Faudrait se méfier quand même. C'est pas du tout la faute de l'Union européenne. Jamais. Ça n'a rien à Et ça voir. change quand même beaucoup le travail des communicants politiques d'être face à des machines qui manipulent de la donnée personnelle. C'est vrai que C'est Julien Arnaud qui Ouais. Certes, mais tenir compte. Parce que c'est quelqu'un qui l'a mis sur Twitter hier. Le On a problème, aussi dit que c'était Nicolas Demorand avec les cheveux rouges. Oui, que ce exactement. soit les Côté Nicolas communicants Demorand. politiques ou les politiques eux-mêmes, tenir compte de la colère des peuples plutôt que de se dire qu'ils sont manipulés par des Ouais, c'est grandes moins simple, entreprises, ouais. ce serait Non, bien ça on aussi. est d'accord, Allez. mais ça change les données quand on a des machines comme celle-ci. Bien sûr. l'article du jour qui va faire plaisir à Stéphane Attal, grand défenseur de la journée du jardinage. J'ai décidé de changer de sujet. On va aller s'aérer un petit peu. Ben oui, sauf que le site Slate nous apprend que dans le jardinage aussi, il y a des modes idiotes, qu'on est manipulé par des grands groupes. C'est-à-dire que, voilà, il nous explique que vous avez vu apparaître partout dans les jardins de banlieue des photinias, c'est-à-dire ces buissons un peu épais avec un feuillage rouge vermillon. Pourquoi ? Parce que tout le monde voit ça, tout le monde trouve ça. Il y a eu les forsythias, voilà, c'est 8 milliards par an le jardinage, sauf que les petits pépiniéristes, ils ont été remplacés par des grosses entreprises qui vous fourguent toujours les mêmes modèles. Alors, il y a aussi la mode des graviers, donc on vous met du gravier partout et tous les jardins se ressemblent. Donc, plaidoyer pour les petits pépiniéristes, c'est drôle, c'est amusant et ça nous changera un tout petit peu des données et des choses comme ça. Plaidoyer pour les jardins différents ce matin par Natacha Polony. Et surtout contre la fausse originalité. Merci beaucoup. La fausse originalité, elle ne connaît pas Natacha. Elle reste avec nous jusqu'à midi, ainsi que Roselyne, bien sûr. Merci Évidemment. Philippe et Stéphane. Merci. La République LCI revient juste après le journal. À tout de suite.